Donc, on va pouvoir aborder cette thématique numéro 2 maintenant, qui porte sur l'impact des perturbateurs endocriniens. On a vu que ces perturbateurs vont impacter le système endocrine, qui est en fait le système hormonal. On sait qu'on est régulé en tant qu'organisme par tout un tas d'hormones. Et le grand public avait, par rapport à cette question, répondu à celle-ci. On va le voir sur l'écran. Avec cette question générale, quel est le premier impact des perturbateurs endocriniens ? On a vu dans l'intro que tu as parlé par exemple de fertilité, ça n'est pas le but du projet Oberon, mais une des occurrences santé qui ressort en premier lieu de la part du grand public, c'est la fertilité. Donc le grand public associe assez facilement un effet de la perturbation de la reproduction. On voit qu'il y a une grosse occurrence qui ressort, qui est la santé. Et ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que sur, en tout cas, une réponse qui est certes minoritaire, il y a quand même une problématique qui ressort, qui est celle de la biodiversité et de l'écologie. Je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à cette répartition des réponses. Je pense que cette répartition, en fait, elle est très représentative de la recherche actuelle. Oui. C'est vrai qu'il y a eu énormément de recherches au niveau de la fertilité. On a vu que l'impact des perturbateurs endocriniens, ça pouvait par exemple modifier la qualité du sperme et engendrer une fertilité. Il y a eu plein d'études là-dessus. Et après, au niveau de l'écologie, biodiversité, c'est vrai que c'est des domaines vraiment, on va dire, nouveaux dans le domaine de la toxicologie et de l'effet des perturbateurs endocriniens. Donc la recherche commence tout juste. Donc c'est vrai qu'il y a eu encore peu d'études dessus, donc peut-être que les gens ont un peu moins associé l'effet. On ne l'a pas encore dit, mais l'effet des perturbateurs endocriniens, c'est aussi bien sur les organismes comme l'homme, en fait, les organismes humains, mais aussi sur l'environnement. D'ailleurs, les premières études qui portaient sur les perturbateurs endocriniens, les premières définitions, elles viennent d'observations qui ont été faites dans le monde animal sur des tortues, des alligators, qui présentaient des défauts, effectivement, des organes reproducteurs. Peut-être que cette diapositive, elle reflète aussi une certaine forme de représentation médiatique. On parle beaucoup, effectivement, de la diminution de la qualité du sperme dans les médias et on l'associe au terme de perturbation endocrinienne. Ce qui est intéressant, je pense, c'est vraiment le fait que l'écologie ressorte aussi dans l'étude, parce que ça signifie que les gens commencent à prendre conscience que le grand public, que les perturbateurs endocriniens, en affectant la vie des autres organismes que les hominidés, que les hommes, que les êtres humains, peuvent avoir, entre guillemets, cette perturbation peut affecter à terme indirectement la santé humaine, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment finalement les 61,50%, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce terme santé, et c'est peut-être ça qu'on va maintenant aborder dans la thématique. Donc il y a toujours une grande question du public, c'est finalement l'impact sur le long terme. On a parfois l'impression que nos hommes politiques, nos femmes politiques, quand ils prennent des décisions, les prennent souvent à court terme, mais il y a une grande partie du public qui se pose la question de l'impact à long terme des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur ces perturbations sur le long terme ? Ça va dépendre, je dirais, des substances chimiques. Parce que pour certaines, il y a eu énormément d'études. On commence à avoir du recul. Il y en a certaines qui sont interdites, d'ailleurs. Si vous prenez, je ne sais pas, le bisphénol A, il a été interdit en 2010 dans les biberons, par exemple. Il a été interdit en 2015 dans tout ce qui est packaging alimentaire. Donc il commence à y avoir certaines interdictions. Si vous prenez je sais pas, en cosmétique, en fait, il y a beaucoup de parabènes qui ont été interdits. Il n'en reste plus qu'un, le diéthylparabène qui est encore autorisé. Tous les autres ont été interdits. Après, le problème pas de toutes ces substances, mais de beaucoup de substances, c'est qu'elles sont persistantes dans l'environnement. Donc on va commencer 20 ans après, 30 ans après, on va continuer à être exposé à ces substances. D'accord. Donc ça peut avoir après un impact finalement à long terme. Après, tu parles d'impact à long terme. Au niveau de la santé, il faut savoir que ce n'est pas la personne qui est exposée qui va forcément développer une maladie. On dit que les perturbateurs endocriniens, ça peut être transgénérationnel. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir des effets, des modifications au niveau de l'ADN, par exemple, des modifications épigénétiques. Et ça va être la première génération, voire la deuxième génération, qui va développer une maladie parce que la toute première génération va avoir été exposée justement à ces perturbateurs endocriniens. Alors pour le grand public, il y a l'exemple du diéthylstilbestrol.
qui était vraiment une molécule qui était utilisée effectivement par les femmes pendant leur grossesse et qui impactait en fait la génération suivante, c'est-à-dire leur descendance, voire effectivement les petits-enfants de cette génération-là. Oui, il y a eu beaucoup de malformations justement dues à cette prise de médicaments. Voilà. Donc il y a une question aussi du grand public récurrente qui est celle de la future santé des enfants. Est-ce que finalement il y a des périodes au cours de l'enfance, alors quand je dis enfance, on va dire de l'embryon jusqu'à l'adolescent, qui sont des périodes de plus grande vulnérabilité encore? Alors oui, il y a les périodes effectivement donc on appelle in utero ou prénatale en fait. Donc ça c'est une période très importante. Après il y a les 1000 premiers jours de la vie, donc vraiment de petite enfance. Et après il y a la période de la puberté. Parce que là en fait il y a une maturation de tous les différents organes. Donc du coup c'est très important en fait de limiter au maximum l'exposition à ces substances pour limiter les effets qu'ils peuvent avoir futurs pour la personne qui est exposée ou en fait les générations futures. Et on peut peut-être rappeler que effectivement, certains organes se développent à certaines périodes de la vie, donc ils peuvent être sensibles à certains perturbateurs endocriniens à un certain moment, l'embryogenèse, la fœtogénèse, peut-être plus à l'adolescence, et peut-être que sur d'autres organes où certaines parties de ces organes, pour l'adolescence, on pense évidemment à tout ce chamboulement hormonal qui survient et qui évidemment impacte à la fois leur comportement mais aussi leur physiologie. Ce sont toujours des personnes qui sont vulnérables et sensibles, plus qu'un adulte qui aura 30 ans ou 35 ans et qui aura un système complètement développé et mature, quoi. Donc la période de l'adolescence est aussi une période qui est très très importante. Il y a évidemment la question des cancers. À chaque fois qu'on parle de toxicologie et de santé, le cancer arrive. Lorsqu'on parle du glyphosate, le cancer arrive sur la table. Lorsqu'on parle des perturbateurs endocriniens, on le voit sur cette diapo, l'enquête grand public, les maladies associées. Certes, il y a l'obésité, on va en parler. Certes, il y a des problèmes de fertilité, mais le gros mot, c'est le mot cancer. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qu'on associe à la pathologie cancéreuse ? Alors oui, c'est des cancers très spécifiques qui vont être associés aux perturbateurs endocriniens. Ça va être des cancers hormonodépendants, donc le cancer du sein par exemple, le cancer de la prostate ou encore de la thyroïde. C'est des cancers qui peuvent être associés justement à une exposition aux perturbateurs endocriniens. Et ce qui est particulier, c'est que sur cette diapositive, il y a un mot qui manque, auquel moi, j'associe souvent la perturbation endocrinienne, mais peut-être qu'on n'associe pas suffisamment l'endocrinologie à ce mot-là, c'est la neurologie, le neurodéveloppement. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens qu'on associe désormais au neurodéveloppement. Et comme ce mot n'apparaît pas, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Est-ce qu'il y a des perturbateurs qu'on associe à des problèmes neurodéveloppementaux ? Oui, il y en a malheureusement beaucoup. Il y a beaucoup de composés phytoœstrogènes qui sont associés au neurodéveloppement. En termes de neurodéveloppement, il y a plusieurs maladies qu'on retrouve malheureusement chez les enfants. Il va y avoir tout ce qui est relié à l'autisme, il va y avoir l'hyperactivité aussi des enfants. Et ça, c'est des maladies qui ont été reliées à ces substances chimiques. Alors après, ça ne veut pas dire que ces maladies sont dues juste à l'exposition à ces substances chimiques. Il faut bien faire attention à ça. Les perturbateurs endocriniens, ça va être quelque chose qui va, on va dire, engendrer en fait ces maladies, mais pas que. Après, il peut y avoir aussi des conséquences génétiques et d'autres substances, bien entendu. Là, tu es en train de nous dire qu'en fait, le contexte va potentiellement nous rendre plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens. Et donc, lorsqu'on parle, la question qu'on pose ici, c'est quel est l'impact des perturbateurs endocriniens ? Ça peut énormément dépendre de tout un tas d'autres paramètres, ce qu'on appelle généralement l'exposome, ce à quoi on va être exposé de manière chimique, physique, des médicaments, notre alimentation, mais aussi notre stress social. Est-ce que tu confirmes tout ça ? Exactement, il y a le stress social, le style de vie est très important. C'est un tout, comme tu dis. L'exposome, c'est vraiment un tout, c'est tous les facteurs en fait, auxquels on va être exposé tout au long de notre vie. Alors pour terminer cette thématique sur la santé, tu travailles sur un projet qui est le projet Oberon. On va en parler aussi dans la thématique 3. Ce projet Oberon, on le voit sur la diapositive, il y a le mot métabolisme qui ressort. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui sont associés à des maladies métaboliques dont tu peux rappeler peut-être la nature aussi très rapidement ? Donc nous, dans le projet Oberon, on focalise effectivement, notre objectif c'est d'analyser certains perturbateurs endocriniens et leur lien avec les maladies du métabolisme, donc l'obésité. Effectivement, on travaille sur le bisphénol A par exemple, des phtalates, des parabènes, des perfluorés, donc beaucoup de composés qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, qu'on va retrouver par exemple dans les plastiques, qu'on va retrouver
dans l'alimentation, ça va être des contaminants alimentaires, ça va être des pesticides, ça va être des additifs alimentaires, par exemple. Les parabènes, c'est des additifs alimentaires, par exemple. Et quand tu parles de plastique, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas nécessairement le plastique qui est le perturbateur endocrinien, mais dans le plastique, par exemple, pour faire une bouteille en plastique qui est souple, on ajoute par exemple des phtalates, et c'est ces phtalates qu'on retrouve après comme perturbateurs endocriniens qui sont portés par les plastiques. Et parfois par certains microplastiques dont on sait depuis un mois qu'on peut les doser dans notre sang désormais. Quoi. Exactement. Ok. Donc, merci d'avoir précisé quel était cet impact des perturbateurs endocriniens. On voit que c'est extrêmement large. On voit que le grand public est plutôt bien informé sur la thématique de la fertilité. On voit que le cancer est un mot qui revient fréquemment lorsqu'on parle de perturbations endocriniennes. Et c'est normal. Il y a des cancers hormonodépendants. On voit que le métabolisme, on va pouvoir avoir quelques résultats intéressants qui vont émerger de ce projet Oberon. Et ne pas oublier évidemment tous les problèmes neurodéveloppementaux qu'on peut associer, l'autisme, l'hyperactivité, tels que tu les as énoncés.